La maladie cœliaque. Elle est connue depuis très longtemps puisque cœliaque, ça vient du grec céliakos qui veut dire creux ou tube digestif. Par contre, nos connaissances, notamment scientifiques, sur cette maladie sont plutôt récentes et nos découvertes sont loin d'être terminées. Alors, on va voir ensemble quelques notions sur la maladie cœliaque, notamment le traitement. Et puis, je vais ensuite vous montrer un petit peu ce qui se passe dans l'intestin et on va parler de comment se fait le diagnostic. On verra aussi quels sont les symptômes associés à la maladie et enfin, on parlera du régime. Alors, on verra notamment que le régime sans gluten n'est souvent pas suffisant pour rentrer en rémission. Alors allons-y. Alors selon l'Association française des intolérants au gluten, la maladie cœliaque, c'est une intolérance à plusieurs fractions protéiques du gluten, c'est-à-dire que la digestion de ces protéines ne va pas se faire correctement et ça va donner lieu par tout un tas de mécanismes à une intolérance. Alors on a une réaction immunitaire qui va conduire à une paroi intestinale qui va être endommagée au fil du temps. On va avoir souvent des carences nutritionnelles, on va avoir des problèmes digestifs et on peut avoir de nombreux problèmes de santé au fil du temps. Donc ça, on verra dans les symptômes, ça peut être très différent selon la personne. La prévalence de cette maladie, elle est d'à peu près 1% de la population, mais il y a différentes études et en fait on a montré que ça pouvait aller jusqu'à 5%. En fait on ne sait pas vraiment parce qu'il y a énormément de personnes qui ne sont pas diagnostiquées. Alors le traitement, c'est un traitement simple qui est alimentaire, c'est-à-dire que c'est un régime sans gluten strict. Donc l'important c'est que le régime soit strict, il ne faut absolument pas ingérer de gluten et c'est à vie. Alors pour l'instant, en 2019, à l'heure où je vous parle, c'est ça le traitement. Maintenant on s'est aperçu que souvent, on va le voir après, c'est pas suffisant pour entrer en rémission et puis on espère que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on aura un autre traitement. Alors que se passe-t-il dans l'intestin ? Eh bien, dit simplement, en fait, la protéine de gluten ne va pas être digérée et par des mécanismes que je vais un petit peu vous expliquer, elle va passer la barrière intestinale, passer dans le sang et c'est là que, en fait, le système immunitaire va la reconnaître comme un élément étranger et va enclencher des réactions immunitaires. Donc, on a deux processus inflammatoires majeurs qui sont d'abord le mécanisme de l'anticorps SIgA, ça veut dire sécrétoire IgA. C'est un anticorps qui va en fait former un complexe avec la gliadine. La gliadine, c'est la protéine du gluten. Et au lieu d'éliminer la gliadine, en fait, ce complexe va passer la barrière intestinale et la gliadine se retrouve dans le sang. Le deuxième phénomène, c'est les anticorps anti-transglutaminase. Alors la transglutaminase, c'est une enzyme et on va avoir chez les personnes qui ont la maladie cœliaque des anticorps contre cette enzyme. Donc ça peut poser un tas de problèmes de santé parce que cette enzyme, elle est impliquée dans diverses réactions dans le corps. Alors ce qui va se passer, c'est que tant que la personne mange du gluten, ces phénomènes inflammatoires vont être entretenus et c'est comme si le corps percevait une attaque sans fin. Alors, ce sont des mécanismes en fait très complexes, donc je les ai décrits avec beaucoup plus de détails et de précision dans mon dossier sur le blog, et donc je vous renvoie à ce dossier pour les explications techniques, c'est anneguillot.com/gluten, et vous verrez le chapitre 2 est consacré à la maladie cœliaque, donc vous pouvez lire le détail. Alors maintenant, j'aimerais vous montrer les recherches qui ont été faites par l'équipe du docteur Alessio Fasano, qui est un des grands spécialistes mondiaux du gluten. Et c'est intéressant de regarder parce que on s'aperçoit que cette protéine, donc la gliadine, elle est très longue, elle a 277 acides aminés. Les chercheurs l'ont fragmentée et ils ont trouvé que chaque fragment avait une certaine caractéristique qui va avoir un impact sur la santé. Donc tous les fragments n'ont pas encore été étudiés, mais là on en a quelques-uns. On a par exemple le vert, on sait que c'est ce segment-là qui va déclencher une forte réaction immunitaire. Les segments bleus, on sait que c'est eux qui rendent l'intestin perméable. Alors l'intestin perméable, en fait, c'est tout simplement le schéma que je vous ai montré au départ, c'est-à-dire que les jonctions de la paroi, au lieu d'être bien serrées, elles vont laisser passer certaines molécules. C'est ça que ça veut dire. Et après, vous avez le segment vert foncé, qui est celui qui va attirer les cellules immunitaires dans l'intestin et qui va causer une inflammation. Voilà, alors c'est important de savoir que les chercheurs ont identifié vraiment des segments qui posent problème. Et là, en dehors de la maladie cœliaque, si vous voulez, la gliadine, elle peut poser des problèmes à tout le monde, vu que tout le monde ne va pas forcément bien la digérer sans pour autant avoir la maladie cœliaque. Donc, je tenais à vous montrer ces recherches parce que on voit bien que c'est scientifique et que c'est pas une mode et que c'est pas dans votre tête. Voyez, et je pense que l'étude des segments qui restent va nous réserver bien des surprises.
Alors maintenant, parlons du diagnostic. Ça, c'est très important parce que moi, j'ai souvent eu des patientes qui viennent et qui ont des problèmes digestifs, donc on commence à regarder. Et puis après, parfois, je leur dis allez chez le médecin pour être sûr. Et parfois, elles reviennent avec un diagnostic de maladie cœliaque. Et parfois, on ne sait pas. Donc, c'est très important de comprendre que le diagnostic, il faut le faire d'une certaine manière. Et donc, je vais vous montrer 2 diagnostics qui sont utilisés. Donc là, on a celui de l'Association française des intolérants au gluten. Alors, on va avoir la première étape qui va consister à rechercher les anticorps antitransglutaminase. Donc, vous vous souvenez, c'est l'enzyme dont on vient de parler. Et quand ce test revient positif, on va passer à l'étape suivante. On va faire une endoscopie avec des prélèvements, une biopsie. Normalement, elle se fait sur plusieurs endroits du tube digestif parce que on risque de, si on le fait sur un seul, on risque de tomber sur un segment qui n'est pas concerné. Et comme notre tube digestif fait plusieurs mètres de long, ces biopsies, elles se font d'une certaine manière. Donc, on va avoir le résultat de la biopsie. On peut avoir un résultat positif ou négatif, mais ça ne veut pas dire que le médecin, si le résultat est négatif, va conclure à une absence de maladie cœliaque. Il y a une 3e partie du diagnostic qui est qu'on doit constater une rémission des symptômes avec un régime sans gluten strict. Donc, le diagnostic, c'est tout ça, c'est pas un seul de ces éléments. Et on a aussi le cas, donc ça, on le voit très souvent, on a des anticorps négatifs sur le premier test, donc les anticorps antitransglutaminase. Là, le médecin va dire, oui, mais écoutez, vous avez tous ces symptômes, donc on va quand même faire une endoscopie. Voilà, donc ça ne veut pas dire qu'à la première étape, si on a un résultat négatif, on doit s'arrêter là et en conclure qu'il n'y a pas de maladie cœliaque. Donc, c'est important de prendre en compte que ce diagnostic, il a 3 éléments. Maintenant, je vais vous montrer le diagnostic du professeur Alessio Fasano, qui est utilisé, moi j'ai eu des patientes en Australie, il est utilisé aux États-Unis et dans d'autres pays. Il est très très semblable à celui dont on vient de parler, bien sûr, mais lui, il donne 5 piliers. Donc son premier pilier sont les signes et les symptômes de la maladie cœliaque, donc on va le voir après. Ensuite, on a les tests sérologiques, donc les anticorps antitransglutaminase, avec la même méthode que ce que je vous ai dit précédemment. Ensuite, on a la présence de marqueurs génétiques, donc c'est les HLA-DQ2, HLA-DQ8. Ça, c'est un test qui est très pratiqué encore dans les pays anglo-saxons. C'est le 3e élément du diagnostic. Ensuite, on a l'endoscopie, donc la biopsie, dont je vous ai parlé. Et on a le numéro 5, qui est la rémission des symptômes après la mise au régime sans gluten. Voilà, donc c'est important de connaître les diagnostics officiels. Si vous avez des doutes, si vous avez de nombreux symptômes et que vous avez des doutes, il faut aller absolument chez le médecin et lui demander de faire ces tests et de ne pas s'arrêter à la première étape si elle revient négative. Ça, c'est vraiment très important. Alors maintenant, on va parler des symptômes. Donc, je vous mets un travail qu'a fait l'Université de Chicago, c'est le Centre pour la maladie cœliaque. Ils ont recensé tous les symptômes qui étaient associés à la maladie et il y en a à peu près 300. Donc, vous voyez, c'est énorme. Et les symptômes peuvent être très très différents selon la personne. C'est pour ça que quand on a des symptômes, il faut absolument aller faire le diagnostic chez le médecin, comme je viens de vous l'expliquer. Voilà, donc vous pouvez vous abonner à ma newsletter si vous allez voir le dossier anneguillot.com/gluten et vous aurez le PDF. J'ai traduit le travail de l'Université de Chicago, j'ai traduit ce document, mais je n'ai repris que les 150 principaux. Donc c'est pour vous donner une idée, ça peut vous permettre de voir un petit peu si vous avez plus de 5, 10, 20 ou 30 symptômes et là vous pouvez donc aller chez le médecin pour essayer d'avoir un diagnostic. Alors le régime pour la maladie cœliaque c'est un régime sans gluten strict, c'est-à-dire 0 gluten. Alors on s'est aperçu quand même récemment qu'il y a quand même jusqu'à 30% des personnes, donc c'est beaucoup, qui n'entrent pas en rémission au bout d'un an d'un régime sans gluten strict. Il y a 2 raisons principales à ça. Alors la première raison, ce sont les contaminations croisées, c'est-à-dire que quand vous avez des usines qui fabriquent, qui conditionnent certains aliments, ces aliments vont être contaminés par un tout petit peu de gluten, mais du coup, comme ils vont être contaminés, ils vont contenir un peu de gluten et ça va suffire pour relancer les réactions immunitaires chez une personne qui a la maladie cœliaque. Alors la deuxième raison, c'est qu'on s'est aperçu que certains aliments provoquaient une réaction immunitaire similaire au gluten. Et c'est notamment le lait de vache, donc surtout la protéine qui s'appelle caséine, et les levures de bière et les levures de panification. Donc c'est pour ça que parfois on voit, enfin moi je le vois dans ma pratique, il y a des personnes en fait elles sont pas intolérantes au gluten, elles sont intolérantes aux levures qu'il y a dans le pain, vous voyez. Mais pour une personne qui a la maladie cœliaque qui est elle intolérante au gluten, elle peut être également intolérante aux levures qu'il y a dans un pain sans gluten.
Ça, c'est quand même important de bien le garder à l'esprit. Je vous ai remis le schéma pour vous montrer que ça a été fait, hein, que c'est une vraie recherche. Et on s'est aperçu qu'il y avait donc certaines variétés d'avoine qui étaient concernées, mais aussi le riz, le millet, le maïs et puis le café instantané. Voilà, donc c'est important à prendre en compte parce que c'est quand même jusqu'à 30% des personnes, donc c'est beaucoup. Et là, j'insiste, c'est qu'une approche individualisée est indispensable. Voilà, parce que chacun là-dessus va être différent. Moi, j'ai eu des patientes qui supportaient très bien l'avoine, mais d'autres pas du tout. Et j'ai des patientes qui supportent très bien le riz, mais pas la caséine, voyez. Donc, c'est vraiment très important d'avoir une approche personnalisée. Alors, je vous rappelle que donc vous pouvez consulter le dossier complet sur le gluten et l'intolérance au gluten en allant sur mon blog anneguillot.com/gluten et je vous invite à vous inscrire à ma newsletter. Vous recevrez la liste de 150 symptômes donc, que j'ai traduit du travail de l'Université de Chicago de la maladie cœliaque et je vous donne aussi un PDF avec la liste assez complète de tous les aliments qui contiennent du gluten, ceux qui n'en contiennent pas et ceux dont il faut vraiment se méfier et bien lire les ingrédients. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous remercie et vous dis à bientôt.